Europe, années 70. Dans la pénombre d'un appartement conspiratif, loin du soleil du Proche-Orient, se produit l'impensable. Un général célèbre de l'armée de défense d'Israël, héros des guerres, un homme dont la parole faisait avancer les colonnes de chars, tend la main à un représentant de l'Organisation de libération de la Palestine. Pour beaucoup dans son pays natal, c'est une trahison. Pour lui, c'est l'unique chemin vers la survie. Pour comprendre comment cet homme s'est retrouvé dans cette pièce, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, dans les rues poussiéreuses de la Palestine sous mandat, dans une atmosphère où l'air était imprégné d'espoir et de poudre à canon. Matityahu Peled, alors encore Iflande, est né à Haïfa en 1923. Son père était président de l'association des boulangers, un homme du travail, l'un de ceux qui construisaient les fondations économiques du futur État. La famille n'était ni riche, ni influente, mais elle était animée d'un esprit pionnier et de la conviction de la légitimité historique de sa cause. Les historiens notent que le milieu dans lequel grandissait le jeune Matityahu était pénétré d'idées sur la création d'une nouvelle société, où le peuple juif pourrait se défendre lui-même et construire son propre avenir. Pour un jeune homme qui avait absorbé ces idéaux, le chemin était tracé d'avance. À un très jeune âge, il rejoint le Palmach, les troupes de choc de l'armée juive clandestine. Ce n'était pas simplement une unité militaire, mais tout un mouvement, une fraternité, où de jeunes gens recevaient une formation au combat, travaillaient dans des kibbutzim et se préparaient à l'affrontement décisif pour l'indépendance. D'après les témoignages de ses contemporains, Peled se distinguait non seulement par son endurance physique, mais aussi par une pensée analytique aiguisée, une capacité à évaluer rapidement la situation et à prendre des décisions. La guerre d'indépendance, qui débuta en 1948, fut pour sa génération l'épreuve suprême. L'idéalisme se heurta à la réalité cruelle de la guerre des tranchées. Peled, commandant déjà une compagnie, traversa les combats les plus acharnés. Il vit tomber ses camarades, vit de quel sang était payé chaque mètre de terre reconquise. Ce fut une expérience qui le changea à jamais. Dans l'une des batailles les plus difficiles de sa vie ne tint qu'à un fil. L'explosion d'un obus ennemi lui infligea une terrible blessure au bras. Comme en témoignent les documents d'archives, la blessure était si grave que le membre ne put être sauvé. Pour un jeune commandant plein de vigueur, cela aurait pu signifier la fin d'une carrière et l'effondrement de toute une vie. Mais c'est précisément là que se manifesta cette force intérieure qui allait le porter à travers toutes les épreuves à venir. La perte du bras devint pour lui non pas le symbole d'une tragédie, mais le symbole d'un sacrifice. C'était le prix qu'il avait personnellement payé pour le droit de son peuple à exister. Sa dévotion à Israël n'était plus seulement une conviction idéologique, elle était littéralement gravée dans sa chair, faisant partie intégrante de sa personnalité. Ce fait biographique est d'une importance capitale pour comprendre toute son évolution ultérieure, qui paraît si paradoxale. Son patriotisme avait été payé de son sang, et nul ne pouvait douter de son droit à parler au nom de ceux qui avaient combattu pour ce pays. Pour beaucoup, une telle mutilation aurait signifié la fin du service militaire, une retraite honorable et une vie dans l'ombre des gloires passées. Mais pour Peled, c'était impensable. Le refus de se considérer comme une personne aux capacités limitées devint sa position de principe. Non seulement il revint dans les rangs, mais il entama une ascension fulgurante dans la hiérarchie militaire, prouvant chaque jour que sa volonté et son intelligence valaient bien plus que son handicap physique. Les historiens ayant étudié sa biographie notent que le commandement appréciait en lui non seulement son expérience du combat, mais aussi une rare capacité à la planification stratégique. Il commanda des brigades, occupa de hautes fonctions d'état-major, et sa réputation comme l'un des officiers les plus brillants et les plus prometteurs de la nouvelle génération ne faisait que se renforcer. Un moment clé de sa carrière fut l'année 1956 et la campagne du Sinaï. Après l'opération couronnée de succès, Peled reçut une affectation radicalement différente de tout ce qu'il avait fait jusqu'alors. Il devint gouverneur militaire de la bande de Gaza. Là, au poste d'administrateur, l'officier de combat se trouva pour la première fois confronté à un problème d'une toute autre nature.
C'est une chose que de vaincre une armée ennemie sur le champ de bataille, et une toute autre chose que de gérer la vie de centaines de milliers de personnes qui voient en vous un pouvoir étranger. Cette période est souvent négligée dans l'analyse de sa vie, mais elle fut d'une importance critique. C'est précisément cette expérience, selon de nombreux chercheurs qui ont étudié son parcours, qui sema dans son esprit les premières graines du doute. Le doute que des méthodes purement coercitives puissent mener à une solution durable et stable. Il dut s'immerger dans les questions d'infrastructures civiles, d'économie, de besoins humanitaires de la population. Il vit de l'intérieur un monde complexe et multiforme qui ne pouvait pas simplement être soumis par un ordre. Ce n'était pas encore le Pélède que le monde connaîtrait plus tard. Il restait un militaire dur et pragmatique, convaincu de la nécessité d'une armée forte pour la survie d'Israël. Cependant, comme en témoignent ses interventions ultérieures, l'expérience de l'administration à Gaza l'amena à réfléchir aux limites de la puissance militaire. Il avait vu en pratique qu'après une victoire militaire commençait une réalité politique et humanitaire extrêmement complexe, à laquelle l'armée, par nature, n'était pas préparée. Cette leçon, il la garderait toute sa vie, et elle jouerait encore son rôle dans les années où une nouvelle tempête, encore plus terrible, commencerait à se former à l'horizon. La décennie écoulée depuis la campagne du Sinaï avait changé à la fois Pélède lui-même et l'armée dans laquelle il servait. Au printemps de 1967, il était déjà général de division, chef du département de soutien logistique de l'état-major général. Ce poste, qui semblait purement administratif, lui donnait en réalité une compréhension profonde des capacités réelles de l'armée. Il connaissait jusqu'au dernier obus, jusqu'au dernier bidon de carburant, ce dont Tsahal était capable, et plus important encore, combien de temps il pouvait maintenir un état de préparation au combat total. Et lorsqu'en mai de cette année-là, l'Égypte introduisit des troupes dans la péninsule du Sinaï, exigea le retrait des casques bleus de l'ONU et ferma le détroit de Tiran à la navigation israélienne, Pélède fut l'un des premiers au commandement suprême à comprendre que ce n'était pas simplement un cliquetis de sabres. Dans l'atmosphère surchauffée des réunions de l'état-major général, qui se tenaient ces jours-là de manière quasi continue, sa voix résonnait avec une acuité et une conviction particulières. Les historiens ayant étudié les procès-verbaux de ces réunions notent que Pélède, aux côtés du chef d'état-major Yitzhak Rabin et du chef du renseignement militaire Aaron Yariv, forma le noyau des partisans d'une frappe préventive immédiate et écrasante. Son argumentation, selon les souvenirs de ses collègues, était dénuée d'émotion et reposait sur une logique implacable. Il démontrait au gouvernement du Premier ministre Lévi Eshkol que le pays ne pouvait se permettre un long siège. L'économie entièrement mobilisée ne résisterait pas à des semaines ou des mois d'inaction. Chaque jour d'attente, selon lui, non seulement épuisait les ressources d'Israël, mais donnait aux armées arabes le temps d'améliorer leur coordination et leur préparation. Il voyait dans les hésitations des politiques une menace mortelle. Pour lui, stratège, la situation était d'une clarté absolue. Le blocus des détroits constituait un casus belli direct, et la réponse devait être immédiate. Dans ses propos ne transparaissait pas une soif de sang, mais la conviction que la temporisation entraînerait des pertes bien plus importantes. Il estimait que permettre à l'ennemi de frapper le premier, c'était mettre en danger l'existence même de l'État. Ce fut le sommet de sa carrière de faucon. L'homme qui avait personnellement connu le prix de la guerre et les conséquences de l'administration d'une population hostile était maintenant l'un des partisans les plus ardents d'une nouvelle guerre, encore plus grande. Mais dans son esprit, selon les analystes, il n'y avait pas de contradiction. Il agissait selon un seul principe, assurer la survie d'Israël. Et en ce moment, il était absolument convaincu que la survie ne pouvait être garantie que d'une seule façon, frapper le premier, rapidement, et avec toute la puissance dont l'armée était capable. Son insistance, étayée par les arguments d'autres généraux, exerça une pression énorme sur la direction politique. Le pays était figé dans une attente tendue, et dans ce silence, la voix du général Pélède était l'une de celles qui poussaient les aiguilles de l'horloge vers le début de la tempête. La victoire fut stupéfiante, rapide, et semblait-il à beaucoup, presque miraculeuse.
En 6 jours, l'armée de défense d'Israël écrasa la coalition des États arabes, transformant la carte du Proche-Orient au point de la rendre méconnaissable. Le pays fut saisi d'euphorie, d'un sentiment de délivrance d'une menace mortelle. Mais pour le général de division Péled, l'un de ceux qui avait si ardemment insisté sur la frappe préventive, le triomphe prit très vite un goût amer. Dans ses travaux ultérieurs, il qualifiera cette victoire de piège stratégique. L'exaltation du succès militaire céda la place à une analyse sobre et inconfortable des conséquences. À la suite de la guerre, le Cisjordanie, la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan se retrouvèrent sous le contrôle d'Israël. Et avec ces territoires, plus d'1 million de Palestiniens. Péled, en tant que l'un des officiers supérieurs de l'état-major général, fut directement impliqué dans l'organisation de l'administration militaire dans ces régions. Et c'est là, dans la routine quotidienne du vainqueur, qu'il se heurta à un problème pour lequel ni lui ni toute l'armée n'étaient préparés. Les cartes militaires, sur lesquelles les flèches des coins blindés et les schémas des attaques aériennes étaient si clairement tracés, s'avérèrent inutiles pour résoudre les questions d'approvisionnement en eau, d'administration civile et d'une résistance sourde mais constante de la population. Les historiens estiment que c'est précisément durant cette période que commença sa profonde révision intérieure de ses propres convictions. Il voyait comment une machine militaire brillamment rodée, créée pour défendre les frontières, se transformait en instrument de contrôle d'un autre peuple. Cela engendrait, selon ses évaluations ultérieures, une contradiction fondamentale. La question qui se posait à lui et à toute la direction du pays n'était pas militaire, mais existentielle. Que faire de cette victoire ? Dans son esprit, comme en témoignent ses interviews tardifs, le triomphe sur le champ de bataille s'était transformé en un dilemme moral et démographique colossal. Le sentiment du devoir accompli de défense du pays se heurtait à la prise de conscience du prix à payer pour cette victoire dans l'avenir. Il voyait que la solution militaire avait engendré un problème politique auquel l'armée n'avait pas et ne pouvait avoir de réponse. D'après les témoignages de ses collègues de l'état-major général, il posait de plus en plus souvent des questions inconfortables lors des réunions, cherchant à voir au-delà de l'horizon des succès tactiques. Il commença à affirmer que la gestion à long terme de millions de Palestiniens transformerait inévitablement la nature même de la société israélienne, la faisant passer d'une démocratie à un État contraint de réprimer les aspirations nationales d'autrui. Pour beaucoup de ses collègues, de tels raisonnements semblaient étranges et inopportuns dans le contexte de l'allégresse générale. Mais pour Péled, ce n'était pas une philosophie abstraite, c'était un pronostic stratégique froid. Le général qui avait toujours pensé en termes de menaces et de risques voyait maintenant la principale menace non pas dans les armées ennemies au-delà des frontières, mais dans l'essence même de la nouvelle réalité créée par la victoire. Ce conflit intérieur s'intensifiait chaque jour. Il comprit que les réponses qu'il cherchait ne pouvaient plus être trouvées dans les doctrines militaires ou sur les cartes d'état-major. La guerre avait été gagnée, mais la paix semblait plus lointaine que jamais, et cette amère vérité devint pour lui le point d'un basculement irréversible. En 1968, au sommet du triomphe général et de sa propre carrière, le général de division Matityahu Péled accomplit un acte qui déconcerta beaucoup de ses compagnons d'armes. Il démissionne. Au moment où les portes de la grande politique ou de la direction de l'industrie de défense lui étaient grandes ouvertes, il choisit un chemin tout à fait différent, impensable pour un général de combat. Au lieu d'un siège au gouvernement ou dans un conseil d'administration d'une grande entreprise, il choisit le silence d'une bibliothèque universitaire. Il devient doctorant, puis professeur au département de littérature arabe de l'université de Tel Aviv. Pour un homme dont toute la vie avait été liée à l'affrontement avec les armées arabes, ce choix semblait paradoxal, pour ne pas dire provocateur. Mais, comme en témoignent ses travaux tardifs et ses interviews, pour Péled lui-même, c'était le seul pas logique. Il comprit que les cartes d'état-major et les doctrines militaires ne pouvaient apporter de réponse aux grandes questions qui le tourmentaient après la guerre, et il alla les chercher dans l'endroit le plus inattendu,
dans la culture de ceux qu'il avait eu l'habitude de considérer comme l'ennemi. D'après les souvenirs de ses étudiants, il abordait l'étude de la culture arabe avec la même méthode et la même rigueur qu'il avait autrefois appliquée à l'étude des cartes de disposition de l'adversaire. Ce n'était pas un engouement superficiel. Le général habitué au langage des ordres s'immergeait dans l'univers de la poésie arabe, de la prose et de la philosophie. Les analystes ayant étudié cette période de sa vie s'accordent à dire que ce n'était pas simplement un intérêt académique. C'était une recherche ciblée de la clé pour comprendre les causes profondes du conflit. Il cherchait des réponses non pas dans les rapports de renseignement, mais dans les vers des poètes médiévaux et sur les pages des romans contemporains. C'est là, comme il l'écrivait dans ses articles plus tardifs, qu'il découvrit ce qu'ignorait la stratégie militaire, la profondeur de l'identité nationale, la douleur du traumatisme historique et la volonté inébranlable des Palestiniens à l'autodétermination. Les historiens notent que ce ne fut pas un élan émotionnel soudain, c'était plutôt le résultat d'une profonde analyse intellectuelle. En étudiant la culture, il commença à voir dans ceux qu'il avait eu l'habitude de considérer comme de simples adversaires, non pas une menace abstraite, mais un peuple avec sa propre histoire profonde, ses aspirations et, plus important encore, son propre récit national, qu'il était impossible d'annuler ou d'ignorer par la force militaire. Son pragmatisme d'officier de combat ne disparut nulle part, il se transforma simplement. Pélède en vint à une conclusion qui à l'époque sonnait comme une hérésie absolue. La sécurité à long terme d'Israël est impossible sans la reconnaissance et la satisfaction des droits nationaux fondamentaux du peuple palestinien. La chaire universitaire devint pour lui non pas un refuge loin du monde, mais un nouveau poste d'observation depuis lequel il voyait le tableau stratégique bien plus largement que depuis la fenêtre d'un bureau d'état-major. Il apprenait à parler la langue de ceux avec qui, comme il en était désormais convaincu, il faudrait non seulement se battre, mais aussi négocier. Cette période de tranquillité académique n'était que la préparation de la prochaine étape, la plus radicale de sa vie. Le général avait troqué l'uniforme pour la toge professorale, non pas pour prendre sa retraite, mais pour se préparer à un nouveau combat, le combat pour le dialogue qu'il entendait mener avec la même détermination qu'il avait autrefois conduit ses bataillons de chars. Les conclusions tirées dans le silence des amphithéâtres universitaires exigeaient une action sur la scène politique. Pour Matityahu Pélède, la théorie n'avait jamais été une fin en soi. Ayant étudié la langue et la culture de ceux qu'il avait considérés comme ennemis pendant des années, il était parvenu à une conclusion pratique, d'une précision toute militaire. Continuer à ignorer l'organisation de libération de la Palestine était une impasse stratégique menant à des effusions de sang sans fin. Et alors il franchit un pas qui, pour beaucoup de ses anciens compagnons d'armes, équivalait à traverser la ligne de front et à passer du côté de l'ennemi. En 1974, il devint l'un des fondateurs du Conseil israélien pour la paix israélo-palestinienne. Ce n'était pas simplement une organisation publique de plus. C'était un défi ouvert à la politique d'État, qui à l'époque interdisait catégoriquement tout contact avec l'OLP. Le Conseil proclama ouvertement un objectif qui sonnait comme une hérésie: parvenir à la paix sur la base d'une reconnaissance mutuelle et de la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Mais Pélède alla plus loin que les déclarations. Utilisant ses relations internationales et l'autorité incontestée d'un général de combat, il commença à faire ce qui était impensable et illégal. Il prit l'initiative de rencontres secrètes avec de hauts représentants de l'Organisation de libération de la Palestine. Ces contacts, selon les souvenirs des participants à ces événements, se déroulaient dans une atmosphère de conspiration absolue, dans les capitales européennes, loin du soleil du Proche-Orient et de l'œil omniscient des services secrets israéliens. La voilà, la scène qui ressemble à l'intrigue d'un roman d'espionnage. Un général célèbre de Tsahal, héros des guerres, un homme dont le nom était synonyme de puissance militaire israélienne, est assis à la table des négociations avec des hommes de Yasser Arafat. Pour la plupart de ses compatriotes, c'eût été une trahison pure et simple. Mais comme l'affirmait Pélède lui-même dans ses interviews ultérieures, pour lui, c'était la continuation de son service à l'État.
Il croyait que la nouvelle ligne de front ne passait pas à travers le désert, mais à travers la salle de négociation. Il risquait tout, sa réputation de héros, sa position dans la société et même sa liberté. Mais il était convaincu qu'il se battait pour l'avenir d'Israël. Selon sa logique, qu'il exposait dans ses articles, refuser le dialogue était une forme de capitulation devant la guerre éternelle. Parler à l'ennemi ne signifie pas être d'accord avec lui. Cela signifie chercher ses points faibles, ses intérêts et ses points de convergence, afin d'assurer en fin de compte la sécurité de son propre peuple. C'était le pragmatisme d'un stratège appliqué à la diplomatie. Il croyait que c'est seulement en regardant dans les yeux ceux qu'on avait d'habitude de considérer comme des terroristes sans visage que l'on pouvait comprendre leurs motivations et trouver la clé pour résoudre le conflit. Ce fut un acte d'un courage personnel et d'une dissidence extraordinaire. Pélède allait à l'encontre de tout son passé, de l'opinion de la majorité, de la loi. Il faisait consciemment de lui-même une cible pour les critiques et les accusations. Mais selon sa compréhension, la forme suprême de patriotisme ne consistait pas à suivre aveuglément des ordres, mais à avoir le courage de dire non à une politique qu'il jugeait néfaste pour le pays. Il avait combattu pour Israël sur le champ de bataille, et maintenant, comme il le voyait, il continuait à se battre pour lui dans la pénombre des appartements conspiratifs, cherchant à prévenir les guerres futures. La prolongation logique de la diplomatie secrète fut l'entrée sur la scène politique publique. Si Israël ne voulait pas l'écouter en tant que général à la retraite et professeur, il devait l'entendre en tant que représentant élu du peuple. Au milieu des années 1980, Matityahu Péled devint l'un des fondateurs de la Liste progressiste pour la paix, un parti arabo-juif conjoint, ce qui en soi était un défi pour la société israélienne de l'époque. Son élection à la Knesset fut le point culminant de son incroyable transformation. L'homme qui, lors des réunions de l'état-major général, exigeait une frappe préventive, siégeait maintenant au Parlement aux côtés de politiciens que beaucoup de ses anciens compagnons d'armes considéraient comme des ennemis de l'État. La tribune de la Knesset devint pour lui un nouveau champ de bataille. Ses discours, d'après les témoignages de ses contemporains, provoquaient de véritables tempêtes politiques. Il parlait de choses qui, pour la plupart des députés, sonnaient comme une hérésie, comme une atteinte directe aux fondements de la sécurité du pays. Il appelait ouvertement à des négociations directes avec l'Organisation de libération de la Palestine, à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Il affirmait que le contrôle militaire sur les territoires n'était pas un atout, mais un fardeau stratégique qui épuisait les ressources du pays et sapait ses fondements moraux. Pour l'establishment politique, il était une figure non seulement controversée, mais impossible. Sa voix était celle d'une tragique solitude. Ses anciens frères d'armes se détournaient de lui. La presse le dépeignait souvent comme un idéaliste naïf, ou, pire encore, comme un homme ayant trahi les idéaux pour lesquels il avait autrefois versé son sang. Les historiens notent que Pélède éprouvait une profonde frustration. Lui, le général qui avait perdu un bras dans les combats pour l'indépendance, était contraint de prouver son patriotisme à ceux qu'il considérait comme des politiciens de bureau ne comprenant pas le vrai prix de la guerre. Dans ses interventions résonnait non seulement une position politique, mais aussi la douleur d'un homme qui voyait son pays, selon ses convictions, marcher vers la catastrophe, et il était impuissant à l'arrêter. Sa carrière politique ne fut pas couronnée de succès retentissants. Ses idées furent rejetées. Mais l'histoire a le propre de poser des questions gênantes. Des décennies plus tard, plusieurs de ses propositions les plus radicales, telles que des négociations directes avec la direction palestinienne, devinrent la base de la politique officielle d'État. Son héritage reste un sujet de débat passionné. Matityahu Pélède était-il un stratège qui devança son époque de plusieurs décennies, ayant discerné à travers le brouillard de la haine et de la méfiance l'unique voie possible vers la paix? Ou était-il une figure tragique, un idéaliste qui, ayant appris la culture de l'ennemi, avait cessé de comprendre ses véritables intentions? Où se situe la frontière entre le courage de la dissidence et l'illusion dangereuse, entre les convictions personnelles et le devoir national,
À cette question, l'histoire n'a pas encore donné de réponse définitive. Et juger de cela, peut-être, n'est-il pas notre tâche, mais celle des générations futures.